Bonsoir à tous, l'actualité européenne et internationale de ce mardi 13 novembre. Bienvenue dans Euronews Soir. Voici les titres de ce journal. Des ballons relâchés dans le ciel parisien en mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015. La France commémore les 3 ans des pires attaques terroristes de son histoire. Nous écouterons le témoignage d'une rescapée du Bataclan qui tente de se reconstruire à travers le dessin. Au Proche-Orient, la dangereuse escalade entre Israël et le Hamas au pouvoir à Gaza. Des avions israéliens ont bombardé la chaîne de télévision du mouvement islamiste. Des raids en représailles et des tirs de roquettes palestiniennes. Cette confrontation fait craindre une nouvelle guerre, même si un cessez-le-feu a été annoncé. La Californie face aux incendies les plus meurtriers de son histoire. Plus de 40 morts, des dizaines de personnes toujours portées disparues. La ville de Paradise, près de Sacramento, presque rayée de la carte. L'absence de pluie et le vent compliquent la tâche des pompiers. Et puis il était l'un des principaux créateurs des super-héros Marvel. L'américain Stan Lee s'est éteint à l'âge de 95 ans. On lui donne notamment les personnages de Spider-Man, Hulk ou Iron Man. À Hollywood, les fans lui rendent hommage. Bonsoir, l'actualité marquée donc par ces commémorations à Paris, 3 ans jour pour jour après les attentats du 13 novembre 2015. 130 morts, des centaines de blessures physiques et psychologiques. Retour sur cette journée d'hommage aux victimes et rencontre avec une rescapée du Bataclan. 3 ans après les attentats parisiens du 13 novembre, les autorités françaises ont rendu hommage aux victimes tuées et blessées par un commando djihadiste. Première étape de ce parcours de mémoire, le Stade de France à Saint-Denis, où 3 premiers djihadistes s'étaient fait exploser, tuant une personne et faisant des dizaines de blessés. Le Premier ministre Édouard Philippe, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, la maire de Paris Anne Hidalgo se sont recueillis avant de saluer la famille de Manuel Dias, l'unique personne tuée dans cette première attaque. Le cortège a ensuite rallié les terrasses des bars et restaurants parisiens visés par les fusillades, où 39 personnes ont trouvé la mort, avant de s'achever devant le Bataclan, la salle de concert du 11e arrondissement, emblématique de cette sanglante soirée. Armel Antisévic Pumir, Thomas Ayad. Des policiers, des secouristes, des victimes, des proches de victimes et plusieurs centaines d'anonymes ont pris part à la cérémonie et une minute de silence a été observée. Plus tard dans la matinée, pour terminer sur une note d'espoir, un lâcher de ballons colorés a été organisé devant la mairie du 11e arrondissement pour rendre hommage aux 130 morts et plus de 350 blessés de ces attaques. Cette journée de commémoration reste un moment très difficile pour les victimes qui revivent les instants tragiques de ce 13 novembre 2015. Le travail de reconstruction physique et surtout psychologique est très long. Et en toile de fond, la perspective d'un procès qui pourrait avoir lieu en 2020. Anne-Lise Borges à Paris pour Euronews. C'était un vendredi soir à Paris. Les gens sortaient. J'ai pas compris tout de suite. 3 ans après, Catherine nous raconte. Elle était au concert des Eagles au Bataclan, sa salle de concert préférée, quand elle a été rattrapée par une violence sans précédent. J'ai eu peur de mourir. Mais bizarrement, j'ai pas eu peur de mourir dedans. J'ai eu peur de mourir dehors. Les gens qui étaient dans la sortie de secours, qui étaient coincés dans la cage d'escalier avec moi, ne sortaient pas. Parce que ça tirait dans la rue. Et dans la rue, il y avait un bain de sang. 3 ans après, une fois passé le moment euphorique de se savoir en vie, arrive l'état de stress post-traumatique pour les survivants. Catherine tente encore de le surmonter. Elle y parvient, pas tout le temps, mais dessiner lui a permis de parcourir une grande partie du chemin. Elle le décrit très bien dans son carnet chronique d'une survivante. Il a pris la forme d'un boulet. Pour moi, une survivante ou un survivant, c'est quelqu'un qui se bat pour vivre et essaie de trouver un compromis pour être le mieux possible avec sa nouvelle vie. Parce qu'on a plus ou moins tous changé de vie dans l'histoire. Comme Catherine et d'autres survivants, la France a changé depuis 3 ans, mais la force de vie reste la plus forte.
C'est la plus grave confrontation entre Israël et le Hamas depuis 2014, entre tirs de roquettes palestiniennes et raids israéliens sur la bande de Gaza. La région est le théâtre d'une escalade qui fait craindre une nouvelle guerre, même si un cessez-le-feu a été annoncé dans la journée. Romain Gauguelin. Après 48 heures d'hostilité, le Hamas et les groupes armés palestiniens annoncent un cessez-le-feu avec Israël. En riposte aux centaines de roquettes tirées sur le sud d'Israël, Tsahal explique avoir conduit des dizaines de frappes sur des cibles militaires de la bande de Gaza où les dégâts sont considérables. Nous rêvons de vivre comme tous les habitants d'autres pays. J'ai bâti mon entreprise en 7 ans, à force d'efforts et de sueur. Et maintenant, tout est en ruine. Je n'ai pas de mots. Seul Dieu peut nous aider. Lundi soir, l'aviation israélienne a détruit les studios d'Al-Aqsa, la télévision du Hamas, après avoir au préalable appelé les civils à évacuer la zone à proximité du bâtiment. Ce qui a déclenché cette escalade, c'est l'occupation israélienne et l'opération des commandos. Les occupants n'ont pas compris nos messages de paix précédents. Aujourd'hui, nous pouvons frapper toutes les villes israéliennes avec nos roquettes pour nous défendre jusqu'à ce que nous forcions les occupants à cesser leur agression. Les frappes israéliennes ont tué au moins 7 Palestiniens, dont 5 militants armés, alors que les roquettes tirées depuis Gaza ont tué au moins 1 Palestinien en Israël. Le lieutenant-colonel Jonathan Kornikus est le porte-parole de Tsahal. Ce que le Hamas et le djihad islamique palestinien ont tenté de faire, c'est de tirer des roquettes sur des civils israéliens afin de tuer des civils israéliens. Sur les 400 roquettes qui ont été tirées, nous avons pu en intercepter plus d'une centaine, mais malheureusement, quelques roquettes sont passées et nous avons des pertes civiles à l'intérieur d'Israël. Et c'était l'objectif du Hamas et des autres terroristes. Le Hamas indique avoir agi en représailles à l'incursion dimanche à Gaza d'un commando israélien qui s'était soldé par la mort de 7 militants palestiniens et d'un officier israélien. La Californie n'avait pas connu d'incendie aussi destructeur et aussi meurtrier. Les feux de forêt qui ravagent le nord de l'État américain ont déjà fait plus de 40 morts, un bilan qui devrait s'alourdir. Jusqu'ici, les pompiers n'ont réussi à contenir qu'un tiers du brasier. La météo complique considérablement leur tâche. Sandrine Delorme. C'est une bataille sans fin d'essayer d'éteindre les flammes dévastatrices en Californie. Un nouveau foyer s'est déclaré le long d'une autoroute dans la Simi Valley. Le bilan des victimes bat désormais un triste record. Avec 42 morts et plus de 200 disparus, c'est le pire incendie des États-Unis depuis un siècle. Des milliers de pompiers sont à pied d'œuvre. De forts vents venus du nord-est continuent à souffler sur la région et pas une goutte de pluie n'est attendue d'ici la fin du mois. Nous sommes en alerte rouge météo. Nous nous attendons à subir des vents de 40 km/h, au moins jusqu'à mardi prochain. Notre objectif principal en ce moment, en tant que pompiers, c'est de sauver des vies, ensuite de protéger les propriétés et d'établir des lignes de confinement. Les restes d'une quarantaine de personnes ont été retrouvés, pour la plupart dans la ville dévastée de Paradise, pratiquement rayée de la carte, au nord de Sacramento et près de la ville de Chico. De nombreuses victimes ont été découvertes dans leurs voitures carbonisées, piégées par des murs de flammes. Le président Donald Trump a reconnu le désastre majeur et a ordonné une aide fédérale aux zones sinistrées. Et il y a des quartiers entiers qui viennent de disparaître, des rues, des rangées de maisons. Celle de ma fille, de sa belle-mère et la maison de mon mari, toutes les maisons de la rue ont disparu. Depuis un an, la Californie enchaîne les incendies. Au total, près de 100 personnes sont mortes et des centaines de milliers d'hectares ont brûlé. Angela Merkel a défendu sa vision de l'Europe lors d'un discours devant les eurodéputés à Strasbourg. La tolérance est l'âme de l'Europe, a notamment plaidé la chancelière, qui en appelle à l'unité des États membres et défend la création d'une armée européenne. Les détails avec Grégoire Laurie. La chancelière allemande souhaite voir l'Union européenne plus ouverte et plus tolérante. C'est le message d'Angela Merkel devant les eurodéputés réunis à Strasbourg. La responsable allemande a présenté sa vision du projet européen. Elle évoque la création d'une véritable armée européenne, mais surtout, elle demande à tous de faire preuve d'ouverture. Il est de plus en plus important pour nous, Européens, de rester unis. C'est pourquoi
Nous avons plus que jamais besoin, au sein de l'Union européenne, de respect pour les autres et leurs intérêts. Nous avons plus que jamais besoin de comprendre que la tolérance est l'âme de l'Europe, que la tolérance est le cœur de ce que nous sommes, nous, Européens, et c'est seulement à travers la tolérance que nous pourrons renforcer la volonté de voir les intérêts et les besoins des autres comme nos intérêts. Le discours de la chancelière est loin de faire l'unanimité. Beaucoup lui reprochent la politique d'austérité de ces dernières années. Elle n'a jamais fait un grand discours en Allemagne pour défendre la zone euro. Elle n'a jamais expliqué aux gens pourquoi. C'est tout d'abord dans l'intérêt de l'Allemagne d'avoir une monnaie et une zone euro stabilisée. Et si l'on observe la progression de l'extrême droite, la progression des extrêmes en Allemagne, on remarque que l'alternative pour l'Allemagne a commencé comme un mouvement anti-euro et s'est développé vers l'extrême droite et la xénophobie. Chancelière depuis 2005, Angela Merkel est une figure centrale dans le paysage politique européen. Angela Merkel a été l'un des piliers de l'intégration européenne. Elle a représenté un facteur très important de stabilité. Dans le même temps, l'ensemble de l'Union européenne ne peut pas dépendre d'une seule personne. Cela serait mauvais. Donald Trump s'est une nouvelle fois illustré sur Twitter et cette fois, sa cible se nomme Emmanuel Macron. Entre raillerie et critique de la politique portée par le président français, Donald Trump a une nouvelle fois été sans détour. Les détails avec Marc Bouchage. Deux jours à peine après les commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale et son retour à Washington, le président américain s'en est pris à la France et à Emmanuel Macron. Mardi, dans une série de tweets, Donald Trump a raillé la popularité du président français. Le problème est qu'Emmanuel Macron souffre d'une très faible cote de popularité en France, 26%, et d'un taux de chômage à près de 10%. Rendre sa grandeur à la France. Le président américain n'a visiblement pas digéré la proposition d'Emmanuel Macron de créer une armée européenne. Donald Trump l'avait déjà jugée très insultante lors de son atterrissage en France le week-end dernier, et il y a fait allusion une nouvelle fois ce mardi dans ses tweets. Emmanuel Macron a suggéré la création de leur propre armée pour protéger l'Europe contre les États-Unis, la Chine et la Russie. Mais c'était l'Allemagne dans la Première et la Seconde Guerre mondiale. Comment ça a marché pour la France ? Il commençait à apprendre l'allemand à Paris avant que les États-Unis n'arrivent. Une référence osée et peu diplomatique à l'occupation de la France par l'Allemagne nazie dans les années 40, une occupation toujours vécue comme un traumatisme dans l'Hexagone. Donald Trump s'en est aussi pris au commerce entre les deux pays en accusant la France d'appliquer des tarifs douaniers élevés sur le vin américain, alors que selon lui, les États-Unis faciliteraient l'entrée du vin français sur leur sol. Les tweets de Donald Trump sont faits pour les Américains, a réagi l'Élysée. L'entente parfaite affichée il y a encore quelques mois entre les présidents français et américains semble bel et bien appartenir au passé. Thank you. I like him a lot. On lui doit les personnages de super-héros comme Spider-Man, Hulk, X-Men ou Iron Man. Stan Lee, l'un des créateurs de l'univers des comic books Marvel, est mort à l'âge de 95 ans. À Hollywood, les hommages se multiplient. La disparition de Stan Lee ce lundi à Los Angeles suscite de très nombreux hommages. Stan Lee est le père de Spider-Man, des X-Men ou encore de Hulk, qu'il avait d'abord créé sous forme de personnages de bande dessinée pour Marvel, avant que ces super-héros ne prennent vie sur grand écran et fassent le bonheur de Walt Disney. Samuel L. Jackson, qui a interprété le rôle de Nick Fury, remercie Stan Lee dans un tweet de lui avoir permis de croire au bien, au mal et à l'héroïsme. Chris Evans, alias Captain America, le remercie de l'inspiration qu'il a su insuffler et de son influence sur tant de vies. Quant à Hugh Jackman, qui incarne Wolverine, il évoque un pionnier dans l'univers des super-héros. Son héritage va lui survivre, et pas seulement pour les dizaines d'années à venir, mais pour bien plus longtemps. C'est vraiment triste, et c'est incroyable ce qu'il a pu faire pendant 95 ans.
Il était une sorte de Dieu. Il a été l'un des grands créateurs de toutes ces choses que les enfants regardent aujourd'hui, des choses que les enfants lisent et regardent depuis des années. Un des secrets du succès de Stan Lee est d'avoir su créer des super-héros en qui les adolescents pouvaient s'identifier, des personnages ordinaires au pouvoir surnaturel. Je ne pense pas être le seul responsable de tout ça, mais c'est bien d'y avoir participé. C'est agréable de participer à quelque chose qui grandit progressivement d'année en année. Ces super-héros ont bercé des générations d'enfants et certains considéraient Stan Lee comme un véritable demi-dieu. That's for you, Stan Lee. That's for you, baby. You always will live in this heart forever. Stan Lee est décédé à l'âge de 95 ans dans un hôpital de Los Angeles. Il était né Stanley Lieber en 1922 à New York et ses parents étaient des immigrés arrivés de Roumanie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur notre chaîne pour d'autres informations. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Bonne soirée sur Euronews et à bientôt.